Chers amis, bonjour. Nous sommes le 24 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance, mais quelque part d'une manière très positive. Le titre, Comment ne pas souffrir ou ne plus souffrir. Évidemment, nous allons voir que ne plus souffrir du tout, ça voudrait dire que nous n'existerions plus. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. Mais nous comprendrons au cours de cette étude que la souffrance est avant tout un signal qui doit nous être utile. Et à travers cette étude du fonctionnement de notre corps, nous allons comprendre combien la conscience, notre niveau de conscience, a une grande importance et qu'elle va nous être salutaire. Alors, avant de rentrer dans le détail, dans des explications plus détaillées, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la souffrance? La définition de la souffrance. Alors, il y a des définitions, bien sûr, dans les dictionnaires. Des fois, vous savez, vous tapez souffrance et on vous dit c'est le résultat ou le fait de souffrir. Enfin, on explique, on définit un terme avec finalement son verbe ou son nom ou avec un synonyme. Du coup, on n'est pas plus avancé. Je vais vous donner donc une définition de Wikipédia. Et en tout cas, celle qui me plaît, en tout cas. La souffrance, et la douleur, qui est finalement un synonyme de souffrance, est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Ils disent aussi que il s'agit d'un message, d'une information transmise par notre système nerveux. Alors, on va déjà là que quand on parle de douleur ou de souffrance, on a automatiquement un rapport avec les sens, puisque c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. En effet, ce message qui est transmis donc par notre corps, par nos sens, par l'intermédiaire de notre système nerveux, va être soit du plaisir, soit une douleur. D'accord ? Une souffrance. Et là, en l'occurrence, la souffrance, c'est un message qui nous dit il y a un danger. Alors, concernant les souffrances physiques, le danger, c'est quoi ? Le danger pour le corps, pour tout organisme vivant, c'est de voir ce corps déformé. Lorsque nous touchons déjà, nous sentons que, en effet, notre corps se déforme, légèrement, d'accord ? Ça peut être même agréable. Bon. Mais lorsque cette déformation devient trop importante, eh bien à ce moment-là, il y a un signal. C'est pour ça que la souffrance, en l'occurrence, est quelque chose qui nous est très utile. Ça nous permet de percevoir lorsque un objet ou un corps étranger est en train donc de déformer notre corps physique. Pourquoi il est important de ne pas avoir notre corps physique déformé ? Parce qu'en effet, notre corps physique, il fonctionne selon certaines normes, donc, et dans nos gènes, dans notre organisme profond, il y a donc des programmations, on va dire ça comme ça, qui nous donnent une référence de finalement ce que doit être notre corps physique. D'accord ? Il peut y avoir une évolution, il peut y avoir donc dans le temps, donc on peut grossir, on peut maigrir, le corps bien sûr évolue, il se déforme, et en fonction aussi de l'âge. Mais il y a donc des déformations, si elles sont trop importantes, trop intenses ou trop brutales, déclenchent un signal donc de danger. Donc la souffrance et la douleur, c'est simplement ça. Sur le corps, sur le plan en tout cas donc du physique,
c'est ainsi que ça se passe. Alors, la souffrance et la douleur sur le plan psychique, ça existe aussi, bien sûr, évidemment. Je crois que nous en savons quelque chose, surtout depuis quelque temps, avec donc ces histoires de virus, et de Covid, et ainsi de suite. Bon, donc, là, nous avons une déformation de quoi? C'est une déformation aussi. La souffrance est déclenchée par une déformation par rapport à nos croyances, par rapport à l'idée qu'a le corps de lui-même, le corps psychique. C'est-à-dire que nous avons le corps physique qui lui fonctionne très bien, il est capable de se gérer très bien lui-même, toutes, je dirais, les fonctions cardiaques, hormonales et tout ça se font automatiquement, nous n'avons pas besoin d'y penser. Et ce qu'on appelle le psychique, c'est en quelque sorte le mental, l'ego. Et cette partie de notre corps, c'est une partie nerveuse, plus subtile, qui recueille toutes les programmations, donc toutes les informations nécessaires pour notre manière de nous comporter dans la vie. C'est-à-dire que par l'éducation, bien sûr, nous avons des informations par notre expérience, mais en tout cas, notre psychisme, notre ego, notre mental, eh bien, accumule depuis notre naissance, depuis que nous arrivons au monde, eh bien, accumule des informations qu'on peut considérer comme des sortes de croyances. Bon, pas croyances religieuses, si, ça peut être des croyances religieuses, mais des croyances selon lesquelles si telle personne est dangereuse parce qu'elle m'a fait déjà un mauvais coup. Voilà, par exemple. Donc, vous avez le souvenir d'une mauvaise expérience avec telle personne, et donc, finalement, vous avez un sentiment une sensation de danger. Et donc, si vous voyez cette personne, vous pouvez très bien avoir soit une réaction de peur vis-à-vis de cette personne, soit une réaction de colère. Voilà. Donc, en général, la réaction de colère, c'est lorsque on pense qu'on va pouvoir dominer, qu'on va pouvoir donc agresser la personne au point donc de gagner la partie. Quand on se sent inférieur ou quand on a la sensation donc on ne peut rien contre quelque chose ou quelqu'un, nous avons plutôt des sensations de peur, de fuite. D'accord ? Bon. Donc, vous voyez déjà que nos informations, donc les expériences que nous vivons, déclenchent en nous, grâce à la conscience simple que les animaux ont eux aussi, cette conscience simple que nous avons du monde extérieur, eh bien, nous permet par nos sens donc de détecter s'il y a danger ou s'il n'y a pas danger. Si on est en terrain ami ou en terrain ennemi. Voilà, grosso modo c'est ça. Et donc, nous avons, donc, dans notre psychisme, dans notre mental, notre ego aussi, on va dire, ce sont des mots qui se rejoignent quelque part. On parle finalement de la même fonction, une fonction qui consiste à enregistrer donc des expériences et qui vont nous permettre donc de pouvoir ensuite réagir face aux circonstances dans le futur. Voilà. Donc c'est une sorte de mémoire, on va dire acquise, pas une mémoire innée. Dans le corps physique, nous avons surtout des mémoires innées. C'est-à-dire que dès la naissance, nous avons des programmations selon lesquelles nous devons faire fonctionner notre système cardiaque, nos hormones, et ainsi de suite. Tout fonctionne d'une manière innée. Dans la partie psychique, dans le mental, évidemment, ce sont des fonctions, c'est une fonction adaptative, et donc qui va nous être très utile dans beaucoup de circonstances, y compris le fait de compter, 1, 2, 3, 4, mais aussi donc de nous rendre aussi intelligents, mais qui peut très bien s'avérer défectueuse si les programmations, si les croyances ne sont pas adaptées donc à la réalité. Et quand on observe bien le monde, bien on s'aperçoit que les expériences qui nous prouvent que l'être humain, quiconque peut très bien faire des erreurs d'interprétation sur finalement les choses qu'il voit. On croit des fois
voir quelque chose, voir quelqu'un, et puis finalement on est même persuadé d'avoir vu quelqu'un, et puis finalement peut-être ce n'est que son sosie. En tout cas, notre psychisme est interactif avec donc le monde extérieur. Et donc, ce que nous voyons, ensuite, nous avons tendance à réagir en direct avec, avec la chose que l'on voit. Et donc, du fait même que la chose que l'on perçoit et peut-être nous rappelle quelque chose qui est en nous, dans notre mental, dans notre mémoire, nous pouvons très bien, à un moment donné, et il peut y avoir des courts-circuits en quelque sorte. C'est-à-dire quand tout d'un coup, il y a une sorte de projection qui se fait et on finit par voir la personne, mais pas tout à fait sous son comme la réalité. C'est pour ça que la perception, et c'est quelque chose qui est quand même très délicat. C'est-à-dire que des fois, les mirages, par exemple, c'est le fait de regarder quelque chose à travers une vitre. On peut penser que finalement on est dans la réalité, alors qu'en fait on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Donc il peut y avoir des reflets, des déformations, et elles sont multiples. Et donc nous sommes sujets donc à l'erreur. Tout ça pour dire que face donc à nos souffrances, face aux douleurs qui sont des déformations de notre corps physique ou de notre corps psychique, eh bien, notre organisme, notre système de défense, et même notre système de défense immunitaire, réagit face donc à ces informations qui nous viennent en vue de notre survie. C'est-à-dire que soit on va rentrer dans des émotions voisines de la colère, de l'action en tout cas, et puis on peut très bien avoir des réactions de peur, donc de fuite. On peut aussi avoir des réactions donc qui sont, on va dire, qui sont ni de l'agressivité ni de la fuite, qu'on appelle des réactions de prostration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour différentes raisons, on peut très bien se trouver face à une réponse qui consiste donc à ne plus rien faire. La prostration, c'est typiquement ça. On est en quelque sorte en état de sidération face à ce qui se passe. Et cet état de prostration, il vient bien souvent par le fait que nous avons des informations contradictoires. Bon. Alors déjà que quand nous avons une émotion de colère ou de peur, nous sommes automatiquement manipulables. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans la réaction. Nous n'avons pas réellement, nous ne pouvons pas réfléchir sur les choses. Nous avons du mal à la limite à discerner le vrai du faux. Nous avons du mal donc à avoir donc du discernement et nous réagissons des fois violemment et agressivement ou nous fuyons ou en tout cas nous rejetons les choses. Dans l'état de prostration là, c'est quelque part encore plus grave parce que là face à des informations contradictoires, on ne sait plus si vraiment on peut se mettre en colère, on peut agir, ou si finalement on peut fuir. Donc, même la fuite devient impossible, parce qu'on a l'impression que finalement, c'est sans issue. Et quand les informations sont contradictoires, et on peut très bien manipuler quelqu'un comme ça en le mettant devant des informations contradictoires. Et on peut dire que depuis quelques mois, avec cette histoire de virus, on peut dire les médias s'en sont donnés à cœur joie. On voit combien de gens sont complètement traumatisés et dans un état de sidération devant, je dirais, toutes ces informations qui sont douloureuses. Parce que quand on vous dit du matin jusqu'au soir qu'il y a un grand nombre de personnes qui meurent à cause de ce virus, même si finalement au bout du compte, vous savez, vous finissez par comprendre que ce virus n'a pas fait plus de morts cette année que les autres années, aussi bien en France que dans les autres pays. Même si finalement on vous donne toutes les preuves comme quoi finalement tout ça a été pure exagération et qu'on aurait très bien pu faire la même chose avec la grippe dans le passé. Quand on a peur, quand on a reçu des informations aussi traumatisantes, eh bien on ne peut plus réellement réfléchir, on ne se donne même plus la peine de vérifier, de savoir si l'information est bonne ou fausse,
On fait confiance plus ou moins, malgré tout, aux personnes qui on a fait confiance jusqu'à maintenant, en général les médias et les proches. Mais en tout cas, on voit combien ce manque de conscience peut, et donc c'est le fait que les émotions prennent le dessus sur notre réflexion, eh bien, ça peut nous entraîner aux pires ennuis, aux pires manipulations. Alors, on peut bien sûr débattre ensuite de toutes les, je dirais, toutes les peurs que l'on peut vivre à notre époque, la peur des attentats, la peur des violences. Donc, quand on voit en effet qu'il y a eu un attentat meurtrier, ça nous fait peur. Donc, on a besoin de sécurité. On a donc des émotions de peur qui vont nous inciter en quelque sorte à prendre des dispositions et donc à soutenir toute proposition qui va être telle que nous allons pouvoir faire cesser donc ces attentats, faire cesser aussi toutes ces violences dans les manifestations, toutes ces dégradations, donc par exemple du mobilier urbain, de toutes ces voitures brûlées et tout ça. Donc toute cette violence que l'on voit au niveau des médias agit sur notre mental, et nous avons automatiquement, qu'on le veuille ou non, des émotions qui nous poussent donc à prendre des décisions émotionnelles, et bien souvent irréfléchies. Est-ce que justement, c'est ça qui se passe? C'est que lorsque nous nous trouvons dans une émotion quelconque, je dirais, nous n'avons pas réellement, nous n'avons pas les moyens de réfléchir calmement. Parce que pour pouvoir réfléchir calmement, vous avez pu vous rendre compte, si vous êtes en train de courir, par exemple, ça va vous être difficile de vous concentrer sur la bonne manière que vous allez avoir donc de résoudre un problème de mathématiques, par exemple, ou un problème aussi dans la vie quotidienne. Ça va être difficile. Parce que vous êtes concentré, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de penser à quelque chose, vous êtes en train de peut-être aussi d'avoir peur de quelque chose, si vous êtes en train donc vous êtes en train de regarder un film ou je sais pas, donc vous ne serez pas en mesure de réfléchir correctement sur finalement votre destinée, sur quelle est la meilleure façon d'agir face donc à tout ça. Donc les émotions, même si elles peuvent être utiles, comme aussi bien donc la souffrance et donc la douleur, les émotions sont des manières de réagir face donc aux situations que nous vivons, mais c'est les moyens de notre mental. Et même si il y a de belles émotions, même si finalement ces émotions peuvent nous mobiliser à agir pour notre survie, elles peuvent aussi nous induire complètement en erreur. Parce que la seule manière de pouvoir trouver la bonne solution, d'avoir un discernement, c'est d'être en mesure d'avoir toutes les données de l'observation. Or, quand on est dans un état d'émotion, nous sommes dans un état donc d'effervescence psychique où nous sommes incapables de réfléchir calmement, de faire un raisonnement et de faire des recherches, je dirais, utiles pour avoir vraiment une information correcte. Donc, c'est pour ça que depuis la nuit des temps, les gens qui ne sont pas très bien intentionnés se servent de nos émotions pour nous pousser à l'action, pour nous faire ceci, pour nous faire cela. Vous savez très bien comment, par exemple, des personnes jalouses peuvent arriver à manigancer tout un tas donc, de projets, d'actions pour nous faire agir d'une manière destructrice et irraisonnée. Parce qu'on ne vérifie pas en plus des fois l'information. On a une information, un ragot, et puis finalement on fonce. Voilà. Donc, et ça, nous pourrions nous éviter tout cela, tout en gardant nos émotions, si nous mettions en marche
un fonctionnement, ce que j'appelle moi la conscience de soi, ou en tout cas un superviseur. Cette fonction superviseur, cette fonction conscience de soi, c'est une fonction de notre psychisme qui est en mesure d'observer, bien sûr, non seulement ce qui se passe à l'extérieur, par l'intermédiaire donc du mental, qui observe d'une manière, ce qu'on appelle la conscience simple, mais aussi cette conscience de soi est capable donc d'observer nos pensées, nos émotions, de les observer sereinement, calmement. Et c'est comme si vous étiez au-dessus de votre corps et vous étiez en train de vous observer comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Donc vous êtes capable de vous rendre compte, vous êtes en train de lever le bras, de lever la main, de le baisser, vous êtes en mesure de vous rendre compte de ce que vous pensez, voilà. Et tout ça dans un calme. Et cette fonction-là, elle est en mesure d'arriver à percevoir toute, en tout cas, une réalité bien plus importante. C'est-à-dire que le champ de conscience du superviseur, de cette conscience de soi, est 100 fois, 1000 fois plus important que le champ de conscience de notre conscience simple, en sorte de cette conscience que nous avons de commun avec les animaux. C'est-à-dire que nous observons, nous voyons certaines choses, nous constatons, nous réagissons face à ces choses-là avec des émotions, nous souffrons. Bon, voilà. Et il est évident que si nous nous contentons finalement de faire fonctionner simplement notre conscience simple, avec nos émotions, eh bien, nous serons finalement un peu comme les animaux, et nous aurons tendance à faire des erreurs comme les animaux. Ce superviseur est en mesure de faire en quelque sorte des mises à jour, et est capable en quelque sorte d'avoir un système d'antivirus, de manière à détecter, je dirais, les fautes d'observation, les erreurs, être capable donc justement d'être suffisamment calme, de ne pas être influencé par les émotions. Parce que les émotions, elles ont la propriété de nous mettre dans l'action. Mettre dans l'action, ça peut être dans des actions particulièrement positives et agréables, et qui peuvent nous être bénéfiques, mais les émotions aussi peuvent tout en étant positives, peuvent nous amener à nous aveugler sur certaines choses. Quelqu'un peut très bien, par exemple, nous dire des choses qui vont nous faire plaisir, nous allons être dans une émotion positive, nous allons être endormis par cette personne-là, et pendant ce temps-là, cette personne va pouvoir insidieusement nous pousser à agir de telle et telle manière, quasiment à notre insu. C'est-à-dire que face aux émotions, même les plus positives, nous pouvons très bien en arriver à avoir donc des actes qui ne sont pas forcément très favorables à nous et même aux autres. Voilà. Donc, vous comprenez combien l'élévation de la conscience, combien le fait donc de mettre en fonction ce superviseur est fondamental. Le fait donc d'avoir cette faculté, c'est comme un muscle, que vous exercez régulièrement tous les jours, et donc vous êtes en mesure, à ce moment-là, même si vous avez toujours des émotions, de les observer, et je vais vous en servir, de vous en réjouir même, mais d'être capable donc de discerner, même dans l'action, de discerner finalement ce qui va être bon pour vous, ce qui ne va pas l'être. Voilà. Et donc d'être beaucoup moins manipulable. La perfection n'est pas de ce monde, bien sûr, et c'est pas parce que vous allez être plus conscient donc de la réalité que vous allez devenir un saint ou une sainte. Voilà. Donc, et la formation que je vais démarrer donc le 7 juillet prochain, mardi 7 juillet prochain à 20h30, formation gratuite à la conscience. Cette formation donc va permettre au plus grand nombre donc d'avoir cette formation qui aurait dû être enseignée depuis des dizaines et des dizaines d'années dans les écoles. Malheureusement, nos dirigeants n'ont pas jugé ça utile. Ils préfèrent plutôt nous surveiller en mettant des caméras vidéo partout, à nous pucer, à nous surveiller de partout. Ça leur paraît plus simple. Oui, peut-être pour nous contrôler, mais
pour notre bien-être, je ne pense pas. Je pense que la seule manière que nous puissions avoir, donc d'avoir, je dirais, un monde où il fera bon vivre, c'est d'avoir des citoyens conscients, autonomes, respectueux d'eux-mêmes, respectueux des autres, des êtres qui seront capables d'émotions, bien sûr, mais qui ne seront pas comme ça, sous la gouverne de leurs émotions, qui auront suffisamment de conscience pour savoir se poser, ne serait-ce qu'au moins une fois dans la journée, et être en mesure donc de faire le point et d'être capable donc de clarifier les choses, hein, et de manière à avoir plus de discernement et prendre des décisions qui soient les meilleures pour soi. Et les décisions qui soient les meilleures pour soi, c'est des décisions qui soient à la fois bonnes pour nous et pour les autres, hein. Ce n'est pas contradictoire du tout, comme on pourrait penser. Donc, c'est vraiment cela que vous allez pouvoir apprendre au cours des semaines et des mois qui viennent, donc avec cette formation à la conscience, donc du mardi, tous les mardis à 20h30. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Sinon que maintenant, je crois que nous allons pouvoir travailler dans la joie, mais constructivement, hein. Le travail, ça peut avoir une mauvaise réputation, mais là, il s'agit vraiment de se faire plaisir de manière constructive, de faire un petit effort en effet, en suivant cette formation, comme là, vous faites un petit effort à écouter ce que je vous dis, mais c'est pour notre bien, et là, nous en tirerons profit, hein, automatiquement. Donc c'est ça l'essentiel. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous dis à bientôt, hein, et prenez bien soin de vous. Au revoir.